Je m'appelle Nicole Desgagnés, je suis une infirmière gestionnaire retraitée du réseau de la santé. Je suis accompagnée de Pierre Vincelette, pédiatre spécialiste en néonat, qui va revenir vous parler en deuxième partie. On va s'alterner dans l'information, puis on va tenter de vous situer sur ce qui se passe à Rouyn-Noranda en lien avec les émissions d'Arsène. Alors, nous avons un atelier qui concerne l'air ambiant à Rouyn-Noranda. On lui a donné un sous-titre qu'on appelle « Quel a été le prix de notre santé ». Alors, vous comprendrez sous peu pourquoi on se pose cette question-là. Alors, on habite Rouyn-Noranda depuis plus de 40 ans tous les deux. On n'est pas un couple, on est là à travailler ensemble à quelques occasions. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est la situation, la fonderie, les normes, les exigences du gouvernement. Je fais ça vite parce qu'on va revenir sur chacun de ces points-là. L'évolution des émissions, les mesures d'arsenic, leurs limites, les sources et d'autres jets. On va vous dire qui on est comme comité citoyen, qu'est-ce qu'on a fait. On va aller vers le déclencheur et c'est Pierre qui va s'en occuper, les études de la santé publique de 2018 et 2019. Puis, une bonne partie sur les risques pour la santé de la surexposition chronique à l'arsenic. On va présenter nos constats et nos attentes face à l'État et les prochaines étapes qui s'en viennent. Tout le long, on va parler de DSP pour parler de la direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre, on devrait toujours utiliser DSP. Alors, juste rapidement, pour ceux qui ne savent pas où se situe Rouyn-Noranda, on est en territoire Anishinaabe, non cédé, je le souligne au départ. La Fondrium s'est installée et était au départ à la suite de découvertes d'or et de cuivre. On est dans la faille de Cadillac dans les années 1920. Il y a eu la construction de la fonderie par la suite et la ville s'est installée tout près de la fonderie. C'était les compagnies Tom dans ce temps-là, puis la compagnie contrôlait la ville. Finalement, c'était le maire et tout était autour de la fonderie, de la mine et de la fonderie. Il y a eu de l'extraction minière jusqu'en 1976. À ce moment-là, la compagnie a commencé à aller chercher part du minerai qui n'était pas local, mettons, qui était du Canada, mais fait à travers le monde aussi, et à en extraire le cuivre. En 1984, il y a eu un début de recyclage de matières électroniques. C'est à peu près 10 % du volume de ce qui passe dans la fonderie. Et plus tard, la mise en place de l'usine d'acide sulfurique qui a fait que la population avait moins de rejets de soufre dehors dans l'air. Ça a varié, c'est un gros employeur, ça a été jusqu'à 3000 emplois dans les débuts. On peut imaginer que c'était comme pratiquement la seule source d'emploi ici quand ça a été fondé, la ville. Et par la suite, ça a diminué, on est autour de 600 emplois. Mais évidemment, il y a des emplois indirects, puis il y a des liens avec une usine à Montréal qui est de Glencore aussi, CCR, qui, elle, affine les anodes qui sont préparées ici. Alors, ça vous situe rapidement sur ce que c'est notre coin de pays. Sur l'image, vous avez la ville de Rouyn-Noranda qui est autour d'un lac qui est évidemment très pollué dans une partie qui est diguée que vous voyez en vert plus foncé. Mais tout autour, les gens habitent, la fonderie est indiquée en blanc, fait que les gens habitent là. On a une population de 44 000 habitants, dont à peu près 30 000 en milieu urbain. Donc, c'est pas une grosse population par rapport au Québec, et notre poids politique est peut-être pas très fort, ça peut expliquer bien les choses. On a eu un choc. Alors, tous les deux du réseau de la santé, en 2019, printemps 2018, à l'automne 2018, il y avait eu des études de biosurveillance de la santé publique et les premiers résultats des enfants du quartier Notre-Dame, on s'est rendu compte que nos enfants étaient contaminés, qu'ils étaient imprégnés. On a donné de l'information aux parents pour leur dire comment ils pouvaient réduire l'exposition. C'est sûr que c'était pas à la source. Alors, on leur a donné gestes simples pour réduire l'exposition. C'est pas de mauvaise foi, c'est un minimum que les gens peuvent faire, fermer les fenêtres et réduire l'entrée, faire du ménage, ramasser la poussière, etc. Mais ça n'a pas été très bien reçu par les gens, évidemment, parce que là, on se disait, c'est pas la source. On était inquiets, on était indignés, on a voulu bouger. Certains ont quitté, certains ont déménagé, certains ont quitté même la ville. On s'est senti un bris de confiance avec l'État parce qu'on se disait comment ça se fait qu'il n'y ait pas des normes, puis que c'est pas surveillé, puis qu'il se passe rien, puis qu'on a vécu ça, puis que nos enfants sont contaminés. On sentait aussi un manque de transparence parce qu'à la même époque, au printemps 2019, on a appris qu'il y avait eu de l'ingérence de 3 ministères qui ne voulaient pas que les résultats soient présentés.
On a aussi l'impression d'être trahis parce que même le rapport de la santé publique a subi des interventions et des pressions au niveau national pour enlever certaines annexes qui touchaient le nombre de cancers, puis arrondir les coins, maintenant, sur les prises de position. Donc, on s'est regroupé en comité. On est un comité de parents et de citoyens inquiets, mobilisés. On s'est regroupé à la suite des premiers résultats. Puis, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça donne un peu tout ce qu'on a fait là, pour informer, mobiliser et s'informer de ce qui se passait. Notre cible, c'est vraiment l'État québécois. C'est eux qui sont responsables, selon nous, de faire respecter les règles et de protéger notre santé. Mais c'est quoi ces règles-là? C'est quoi les normes? Alors, on a fouillé beaucoup. On n'ira pas dans le détail de tout ce qu'on a documenté. C'est des centaines de documents. C'est des correspondances, c'est l'accès à l'information, c'est de payer pour donner l'information, ce qui nous semble pas très normal. Alors, quelques exemples, là, à santé publique, pétition, film, lettre d'appui d'une centaine de médecins, dont la grande majorité sont de Rouyn-Noranda, groupe de professionnels, correspondance, rencontre des maires, des députés, de tout ce que vous voulez comme politique. Performance théâtrale, on a des choses sur Internet, quiz, affiches, vidéos, une étude sur les potagers sur lesquels on vient d'embarquer, on a des liens avec des chercheurs, on a produit des avis. Et on a découvert qu'il existait une norme. Alors, on s'est dit, on n'est pas fou, il existe une norme. Et la norme qui est dans l'air au Québec, c'est 3 nanogrammes par mètre cube. C'est une moyenne de concentration annuelle d'arsenic. Alors, cette norme-là, normalement, elle devrait protéger notre santé. Puis, elle est basée sur la science, sur l'OMS, sur Santé Canada, etc. Rappelons donc qu'en 2018, quand il y a eu l'étude auprès de nos enfants, on était à 37 fois la norme d'arsenic. On était à 6 fois la norme de plomb, on était à 4 fois la norme de cadmium. Et ça a été pire en 2019. Alors, vous pouvez imaginer qu'on n'était pas très, très contents de trouver ça. On a vu, il y a eu beaucoup de pubs pour dire que ça s'est amélioré en 2020, mais c'est encore 23 fois la norme, c'est 70. Puis c'est une moyenne, pour revenir sur les chiffres et comment on mesure. Il y a encore 4,7 fois le plomb, puis 3,7 fois le cadmium. Pour l'arsenic, là, quand on fait un parallèle, c'est comme de rouler à 190 km/h dans une zone de 30. Et tout ça, vous allez le voir, c'est avec la bénédiction de l'État, parce que l'État sait ça, et est d'accord et a autorisé ça. Alors, qu'est-ce que l'État a autorisé? On a appelé ça à l'époque des attestations d'assainissement et maintenant on appelle ça des autorisations ministérielles depuis 2018. C'est un protocole entre l'entreprise et l'État. Parce que le principe, c'est qu'on dit, des fois les normes arrivent puis les entreprises ne sont pas prêtes à bouger, sont pas prêtes à... En fait, c'est trop dur de changer ça du jour au lendemain, donc on leur donne une chance et on leur dit... vous allez pouvoir vous ajuster progressivement. En principe, c'est ça. J'ai en principe parce que dans la vraie vie, chez nous, on a dit que le progressif n'était pas bien fort. C'est un principe d'amélioration continue. Il y a eu, normalement, c'est aux 5 ans. Nous, on a vécu une attestation en 2007, l'autre a eu lieu en 2017. Il y a eu 10 ans entre les deux. On a documenté, on est allé voir tout ce qui s'est passé. On ne peut pas capable d'expliquer complètement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'attestation vraiment aux 5 ans. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'on autorisait 200 nanogrammes par mètre cube. Il y avait déjà moins que ça avant. Fait qu'on ne comprend pas. Et vers 2021, on disait vous allez vous rendre en 2021 à 100. 100, c'est encore 33 fois la norme. Donc, on n'a pas augmenté beaucoup les exigences en chemin. L'attestation n'a pas servi à grand-chose. Vous allez peut-être, les gens de l'extérieur de notre région, dire, ben écoute, vous restez proche d'une usine, vous deviez savoir ça, qu'il y a de la pollution chez vous. Ouais. On en savait un peu, mais on ne savait pas tout et on a appris beaucoup de choses en fouillant et en documentant. En 1978, il y avait eu, le ministère de l'Environnement a été créé à cette époque-là, il y avait eu un bureau d'études sur les substances toxiques, il y avait une quarantaine de documents qui sont sur des belles tablettes, on les a trouvés, il n'y a pas eu de grande suite à ça. En 1982, il y a eu une étude sur les travailleurs qui a été faite à la demande du syndicat par l'École du Mont-Sinai, qui est une université de médecine de New York. Le film Noranda, dans lequel Desjardins a travaillé. Et on a constaté plein de cancers chez ces gens-là, mais ça a entraîné des mesures pour les travailleurs, pour la santé des travailleurs qui étaient dans la fonderie.
Probablement pas grand-chose pour les cols blancs qui travaillent à la fonderie. Là. On n'a pas eu beaucoup d'informations sur l'air dans les autres bureaux. Mais au moins, ceux qui travaillent directement à la fonderie ont été plus protégés à partir de là. À la même époque, il y avait des chercheurs de l'Université Laval qui avaient dit qu'il y avait plus de maladies pulmonaires chroniques ici, de problèmes du tube digestif, des problèmes endocriniens à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or, qui est une ville semblable et à peu près avec le même profil de population, et en plus au Québec. Puis ça, en excluant les mineurs et les fumeurs. On ne les connaissait pas, ces études-là. En 89, il y a eu l'usine d'acide, je vous en ai parlé tantôt. C'est né, c'est sûr qu'il y avait un contexte de prise d'acide à l'époque, mais il y avait des groupes citoyens desquels je faisais partie à l'époque. Alors, j'ai été bien rassurée parce que là, on a mis l'usine d'acide et comme d'autres citoyens, on a pensé que c'était réglé parce qu'il n'y avait plus de soufre, puis la vie est belle. À la même époque, il y avait une étude sur la plombémie chez les enfants. Ça aussi, ça nous a rassurés, pas parce que c'était une belle plombémie, mais parce qu'il y a eu des actions qui ont été mises en place. On s'est mis à restaurer les sols, puis il y a eu tout un suivi. Donc, on s'est dit, bon, c'est en train de se replacer, le plomb s'est réglé, c'est en train de se régler, le soufre, ça va. Pour la restauration des sols, à l'époque, on s'est entendu sur 100 ppm, c'est-à-dire 500 ppm pour le plomb, puis 100 pour l'arsenic. Sauf que maintenant, on se rend compte qu'il y a un problème d'arsenic et la santé publique recommande d'aller à 30 pour les restaurations de sol. C'est la règle provinciale là, pour de l'environnement sur les sols normalement. Alors, on s'est cru protégé, puis le reste de la ville, qui n'était pas près du quartier de la fonderie, ben, il pensait qu'il n'était pas concerné. On s'est senti bien protégé. En 93, il y a le gouvernement fédéral qui a dit que ça n'a pas de bon sens, il y a une augmentation de mortalité du cancer du poumon chez les hommes qui résident près de la fonderie, donc on devrait faire des études. Pas de suite à ça, contrairement, même pire que ça. Pendant 10 ans, suite à ça, il y a eu des montées de concentration dans l'air d'arsenic qui sont allées même jusqu'à 1000 dans une année. Il y a ça a sonné des cloches un peu, fait qu'il y a 11 experts interministériels, les toxicologues et métallurgistes qui, eux, disent finalement, le groupe de travail ne croit pas qu'il faut une évaluation plus grande. Il faut, parce qu'on connaît la situation, on dispose assez de renseignements pour affirmer que les émissions d'arsenic dans l'air ambiant doivent être mieux contrôlées par la fonderie. Ces spécialistes recommandaient d'exiger de la fonderie qu'on atteigne une moyenne de 10 nanogrammes dans 18 mois et qu'on atteigne la norme. Vous vous souvenez, le gouvernement a autorisé 200 jusqu'en 2021. Alors, ce document-là, on ne le connaissait pas. Il y a eu une petite étude en 2005-6 qui touchait l'urine des enfants, qui était une étude qui avait des limites là, et qui a éteint les craintes des gens qui auraient pu s'inquiéter à l'époque. La population ne sait toujours pas tout ce qui se passe. Alors, l'État autorise jusqu'à 200 nanogrammes. En 2013, on a vu une correspondance. Le ministère de l'Environnement avait essayé de bouger un peu, puis il avait demandé l'avis du directeur de santé publique à l'époque pour demander de baisser sur 10 ans les normes. Puis à ce moment-là, on n'arrive pas à comprendre, mais le directeur de santé publique n'a pas appuyé fortement ça. Il a répété les argumentaires de la fonderie et c'est resté là. Alors, pendant tout ce temps-là, je le répète, la population sait peu sur le plomb, ne connaît pas la situation pour le cadmium et l'arsenic. C'est sans goût, sans odeur, sans couleur, puis tous les autres rejets. On pense que c'est juste le même quartier, puis que le suivi du plomb est suffisant. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé réellement rapidement. Alors, si on a un tableau ici qui se rend jusqu'à 1000 nanogrammes, la fameuse 2000, on a les années 90 jusqu'à 2020. Donc, on voit que dans les années 90, 11, 12, les colonnes en orange décrivent un peu où est-ce que ça se rendait. Fait qu'on était en bas de 200. Il y a eu un gros pic entre les deux. Ce gros pic-là est expliqué par un changement de pratique de la fonderie. Et la cloche a sonné en 2004, là, quand ils ont vu que ça allait super dépasser puis qu'il y a eu de la vie. Mais on est retourné dans les hauteurs de 90, 91, 12 pour toute la suite. Je vous ramène avec un dessin un petit peu plus détaillé là, qui reprend juste les 15 dernières années. Fait qu'on joue autour du 150-200. On est même monté en 96 un petit peu plus que 200 nanogrammes. On joue dans les mêmes eaux, sauf en 2020 où on a eu l'air de descendre un peu. Fait que ça démontre bien que les attestations d'assainissement n'ont pas changé grand-chose puis que les exigences étaient très élevées.
On vous a mis une ligne en bas, une ligne horizontale rouge qui est à 15 nanogrammes. Pierre va revenir un peu sur les impacts neurologiques en lien avec le 15 nanogrammes par mètre cube. En vert, c'est ce qui a été mesuré à une école du quartier. Donc, on voit que l'école du quartier, partout, c'est plus haut aussi que le fameux 15 nanogrammes. La fonderie prétend s'être améliorée dans les dernières années. En le regardant en concentration, maintenant, le voici en tonnes émises. C'est partie des déclarations qui font le gouvernement. Fait qu'on voit qu'il y a une grosse variation, mais il n'y a pas de diminution. On ne voit pas de diminution constante des émissions d'arsenic. Alors, on est allé voir ce qui était mesuré. Alors, on a vu qu'il y avait des stations de mesure qui sont dans l'orientation des vents dominants. C'est seulement aux 3 jours. Ça veut dire qu'il peut y avoir des pics dans ces 3 jours-là. La mesure est prise aussi dans une moyenne de 24 heures. Donc, ça cache aussi des pics. Dans 24 heures, il peut y avoir des grosses puffs, puis le reste bas, ça donne une moyenne pas si pire. Ensuite, on va mesurer, on ne mesure pas les moins de 2,5 microns. On sait l'impact que ça a c'est plus nocif pour les personnes, ça entre plus facilement. Puis on ne mesure pas non plus 360 degrés, d'où l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas d'arsenic dans leur secteur, mais finalement, c'est parce que c'est pas mesuré, on n'a pas toute l'information. Pour vous donner une idée de la variabilité, la moyenne de 2020, on voit les colonnes qui nous démontrent que l'arsenic varie beaucoup d'un mois à l'autre. Puis si on n'est pas dans une journée, on est d'un mois à l'autre. Fait même si on a une moyenne de 70, il y a des mois où il y a eu le mois de juin qui était autour de 20, mais on a plusieurs mois qui sont au-dessus de 100. Fait que ça varie avec l'orientation, ça dépend de ce qu'on mesure, évidemment. Si le vent n'est pas là, ça ne mesure pas. Et d'autre part, ça varie beaucoup avec l'alimentation de la fonderie. On a pu faire des liens avec ce qui rentre, ce qui est traité dans la fonderie. On a dans la fonderie des concentrés verts, du minerai ordinaire, entre guillemets, où il y a du cuivre, puis on extrait le cuivre. Il y en a d'autres où il y a le matériel de recyclage, là, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Et ce qui nous préoccupe le plus, c'est les concentrés dits complexes qui contiennent de l'or, de l'argent et bien des poisons en plus. Fait que oui, il y a du cuivre, mais il y a aussi autre chose, quelque chose de bien payant. Mais ça représente une très petite quantité de tonnage. On a fait des calculs avec quelques années, puis il y a une corrélation directe avec ce qui rentre et ce qui sort. Et ce tonnage-là, qui est riche en or, argent et poison, ben c'est 7%. Pour 2018, c'était 7 des intrants qui représentaient 75 de l'arsenic traité. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, là, ça passe. On a la corrélation ici. Puis là, je vais laisser Pierre poursuivre et je vais reprendre à la fin un peu sur nos constats généraux. Je te laisse aller. Donc, bonjour. Moi, je suis pédiatre à Rouyn-Noranda depuis 1975. On fait de la pédiatrie hospitalière et je suis néonatologiste. J'ai contribué un peu aux études sur le plomb dans les années 80 et nous avions l'impression que le tout était sous contrôle parce qu'il y avait une collaboration entre la fonderie et la santé publique pour la problématique du plomb. On sait que le plomb était un neurotoxique bien connu dès cette époque-là et il y avait urgence d'agir. Fait que, tout comme les autres citoyens, on avait l'impression que le tout était sous contrôle. Suite à la présentation de la santé publique de leur projet d'étude, à nous les pédiatres, nous nous sommes intéressés au sujet et quand ils nous ont présenté les résultats, eux comme nous avons été éberlués par les résultats et nous sommes sentis interpellés et on se devait d'agir. Donc, on serait intéressé au sujet. Je vais vous présenter, pour commencer, la présentation de la première étude. Donc, la première étude, le quartier Notre-Dame, qui est tout près de la fonderie, au nord du lac. Les premières maisons du quartier sont à moins de 100 mètres de la fonderie. L'étude comportait les enfants d'âge préscolaire, donc de 2 mois à 6 ans, qui demeuraient dans le quartier depuis au moins 6 mois. Puis ils ont comparé un groupe d'enfants du même âge dans une ville non exposée aux contaminations industrielles, donc une ville de la région à 100 km de Rouyn, Amos. Dans les 2 villes, il n'y a pas de contamination significative d'arsenic dans l'eau. Fait que cette comparaison, c'est faite au niveau de l'arsenic entre Amos et
le quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda. L'étude est faite dans les zones. On va vous en parler plus tard pourquoi. L'imprégnation par le plomb, l'évolution dans le temps, c'est de l'étude dans le sang, mais c'est seulement pour les enfants du quartier Notre-Dame, car on sait qu'ils sont exposés long sur le MOS. Et l'imprégnation de cadmium, pour la première fois, c'était mesuré dans le sang. Donc, on regarde au niveau du plomb, la plombémie, avec des études pour les enfants du quartier, montre une baisse significative des taux de plombémie de façon impressionnante. Mais si on regarde les normes, l'évolution dans le temps montre aussi une évolution des normes. Qu'est-ce qu'on croyait acceptable et relativement sécuritaire en 79, les plus en 89. Qu'est-ce qui était en 89, les plus en 91, en 93, puis ensuite en 2018, il y a encore un changement de normes. C'est les taux de plombémie retrouvés dans les différentes mesures. Nous avons mis une ligne rouge qui montre actuellement la plombémie de 50. C'est la plombémie où on doit faire une déclaration qu'on dit BADO au ministère et à la santé publique pour faire une enquête. C'est considéré comme seuil de toxicologie importante. Et le seuil souhaité, c'est 20 microgrammes. Donc, on regarde toutes les colonnes, sauf la dernière. Le haut de la colonne correspond au 50e percentile, donc 50 plus haut que cette colonne-là, montre que la grande majorité des enfants, jusqu'en 99 au moins, avaient des taux supérieurs à la norme actuelle. On sait que cette norme-là est sous-optimale et celle plus optimale de 20, qui ne protège pas complètement, bien, c'est l'énorme majorité qui était au-dessus. Donc, pour le plomb, qu'on retient, c'est que la moyenne géométrique, l'autre était la moyenne arithmétique, géométrique, qui est à peu près une fois et trois quarts, donc 73% de plus que la moyenne géométrique des enfants canadiens du même âge. C'est en bas du seuil NADO, c'est en bas du seuil préventif, notre moyenne, mais c'est quand même presque le double de ce qui est souhaitable. Dans le quartier Notre-Dame aussi, on constate des concentrations atmosphériques de 6 fois dans l'étude et des retombées au sol 3 fois et demi la norme. Ça, c'est en 2017, toujours dans l'étude. Il n'y a pas de seuil sécuritaire tel quel et 10 dans l'étude de 2018 dépassaient le seuil qu'on souhaitait de 20. On souligne aussi que l'exposition conjointe avec d'autres contaminants toxiques peut augmenter les effets néfastes du plomb sur le cerveau. Donc, plombémies sont en général réassurants comme résultat, mais non optimaux, et des améliorations supplémentaires sont souhaitables. Au niveau du cadmium, mais encore ici là, il y a 14 fois la concentration atmosphérique par rapport aux régions canadiennes non industrialisées. 4 fois le seuil des règlements québécois. On souligne que le cadmium a une très longue demi-vie chez l'humain, 20-30 ans. Il se dépose dans les tissus, il s'accumule, principalement le rein de foie. Le cadmium comme étude, donc, les études dans le sang montrent des taux similaires aux jeunes enfants canadiens, ce qui est rassurant. Cependant, compte tenu de l'accumulation progressive dans les tissus de l'organisme, et ça ne veut pas dire que les adultes, eux aussi, ont des taux acceptables qui n'ont pas été étudiés. Pour l'arsenic, les conclusions, donc, c'est une très grande variation journalière horaire dans les concentrations atmosphériques dans le quartier Notre-Dame, des concentrations annuelles qui varient de 32 à 65 fois, puis il est retombé au sol élevé, et 22 des sols analysés dépassaient le 30 parties par million, qui est la norme québécoise de réhabilitation des sols. On voit le tableau de comparaison, une population normale non exposée, celle d'Amos. On voit un taux tous près les uns des autres, tandis que dans le quartier Notre-Dame, chez les jeunes enfants, on voit une dispersion très élevée, très grande, et un taux
de 3,7 fois moyen de la moyenne d'Amos. On voit dans la distribution dans l'espace, la fonderie était en partie supérieure. Il y avait des plus gros taux, quelques maisons chez les enfants habitant ces maisons-là près de la fonderie, mais le reste, c'est une distribution qui est difficile à cerner. Donc, on ne peut pas faire de corrélation directe dans cette étude. Donc, l'arsenic est 3,7 fois plus élevé, mais 20 des enfants du quartier Notre-Dame avaient des taux qu'on appelle extrêmes statistiquement et qui étaient de 8 à 40 fois le taux moyen des enfants d'Amos, qui est énorme, puis aucune association avec la distance. Et pour la première fois, dans cette étude, une imprégnation normalement élevée d'arsenic dans l'organisme des enfants du quartier Notre-Dame a été prouvée hors de tout doute. Ça, c'est ce qui est le plus important de retenir de cette étude-là. La preuve est là de façon évidente, non contestable, d'imprégnation. Deuxièmement, la différence est aussi marquée. Le principe de précaution de la santé publique doit être appliqué. Donc, on sait qu'il y a des risques associés. On ne peut pas dire le niveau, mais on sait qu'il y a des risques. L'étude de 2019 concerne seulement l'arsenic de l'ensemble de la population du quartier Notre-Dame, comparée à la population d'Amos, donc une ville non exposée à la contamination industrielle. On voit chez les enfants de moins de 18 ans, l'autre étude c'est en bas de 6 ans, celle-ci en bas de 18 ans, qu'il y a une dispersion beaucoup plus marquée, des taux beaucoup plus augmentés à Rouen par rapport à une ville comme Amos, qui n'a pas d'exposition à l'arsenic industriel. Le deuxième tableau a été obligé d'être fait parce qu'il y a des points extrêmement élevés qui ne rentraient pas dans le premier tableau. Ceci, c'est pour les adultes. On voit encore la même chose, une distribution beaucoup plus grande et un taux 4 fois plus élevé qu'Amos. La conclusion, donc, de cette étude, ça confirme que chez les enfants, mais aussi, en plus, chez les adultes, les taux d'arsenic dans l'organisme des personnes mesurés dans l'onde, donc, étaient 4 fois plus élevés dans les populations de quartier Notre-Dame que ceux d'Amos, qui est donc exposé. 7 des adultes avaient des taux extrêmes, 14 à 33 fois le taux moyen d'Amos, tandis que 12 des enfants avaient des taux extrêmes de 15 à 59 fois le taux moyen de ceux d'Amos. La conclusion, donc l'imprégnation normalement élevée d'arsenic est prouvée chez les enfants du quartier Notre-Dame, ainsi que chez les adultes du quartier Notre-Dame, ceci en comparaison avec une population équivalente, Amos, mais non exposée à l'arsenic de source industrielle. Tant les enfants d'Amos que de Rouen avaient des taux dans leur zone 3 fois plus élevés que les adultes. Et dans cette étude-là, il y avait une certaine corrélation entre la distance de la fonderie et le taux d'arsenic dans les ondes, quoique cette corrélation est assez faible. Donc, les conclusions de 2018 sont répétées en 2019, qui demandent une diminution rapide et importante des rejets atmosphériques d'arsenic par la fonderie, ainsi que la réhabilitation des sols lorsque les taux d'arsenic dépassent 30 parties par million. Ceci, c'est les deux études. Devant ces deux études-là, on a regardé la littérature pour voir le rôle d'arsenic et ses problématiques qu'elle pose pour la santé humaine. Donc, on constate qu'il n'y a aucun rôle physiologique bénéfique connu chez l'humain. Il n'y a aucune quantité, si minimale soit-elle, qui peut être considérée comme inoffensive. La sensibilité varie énormément d'un individu à un autre. L'absorption peut se faire par ingestion, par inhalation, c'est-à-dire les rejets atmosphériques industriels, très peu par la peau. Les quantités idéales seraient 0 près de 0, tant pour l'absorption que les taux mesurés dans les
l'organisme, zéro ou près de zéro. Mais il y a un bruit de fond qui persiste parce que l'arsenic est retrouvé lié aux divers minéraux dans le sol en des quantités très variables. Donc, l'eau ingérée, l'eau de consommation, l'eau pour faire cuire la nourriture, contient une certaine partie d'arsenic très souvent. Et c'est la problématique la plus importante dans le monde, où il y a plusieurs gens exposés à l'arsenic et l'inhalation dans l'air, surtout près des fonderies et des mines. La contamination naturelle, comme on parlait, donc l'arsenic dans la nappe phréatique, le puits artésien est une problématique très importante un peu partout dans le monde. Il y en a à plusieurs endroits au Canada, même en Abitibi où on a la contamination alimentaire, l'eau de consommation des cuissons. Il y a les fruits de mer, les poissons, les algues. C'est surtout une contamination avec de l'arsenic non organique, organique par rapport au riz qui a et l'eau qui est l'arsenic inorganique. L'arsenic inorganique est beaucoup, beaucoup plus toxique que l'arsenic organique. Les contaminations industrielles, ce qui nous regarde ici, c'est la métallurgie, mine, fonderie, tant l'extraction, le traitement, les résidus, les rejets atmosphériques dans l'air, il peut y en avoir dans l'eau, dans le sol, et la recirculation des poussières. L'agriculture avec pesticides, herbicides, engrais, le bois traité. L'arsenic chez l'humain est rapidement métabolisé par le foie et excrété par les reins. Il est présent dans le sang que quelques heures après son absorption, 3-4 heures, et quelques jours dans l'urine, 3, 4 à 5 jours. Il se dépose dans plusieurs tissus, principalement les cheveux, les ongles, à cause qu'il se lie à la kératine, mais aussi on en voit dans les os, dans d'autres tissus de moelle, les poumons, le foie, les reins. Ces intoxications peuvent être aiguës, volontaires ou accidentelles. Des très petites quantités sont suffisantes pour entraîner le décès. La forme AS2O3 ou dioxyde d'arsenic est 500 fois plus toxique et c'est la forme qui est libérée par la fonderie dans ses émanations, ses rejets. L'intoxication chronique se manifeste, elle, tardivement, des années et des décennies plus tard. Il y a l'absorption digestive, il y a une inhalation ou souvent un mélange des deux. Dans l'intoxication aiguë, on mesure l'arsenic surtout dans le sang ou dans les urines, vu qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les heures ou les jours précédents. En médecine du travail, la même chose, dans les urines. Au 4e jour de travail, pour savoir l'exposition des derniers jours. Tandis que pour les études de population exposée, on regarde souvent les mesures dans l'arsenic dans l'eau, mais aussi dans les ongles et à l'occasion dans les cheveux. Les niveaux sont stables dans l'arsenic dans l'eau et les quantités absorbées très constantes. Donc, à ce moment-là, il y a peu de variations. Tandis que l'arsenic des ongles est particulièrement importante quand pour lire l'imprégnation cumulée sur plusieurs semaines, qui est survenue quelques mois auparavant, comme dans l'étude de la santé publique, il prend en compte le caractère très variable des rejets atmosphériques par la fonderie. Il ne permet pas de quantifier des niveaux de risque tels quels. Les autres études ont permis sur l'urine, dans des grosses populations de plusieurs centaines de milliers de personnes ou de millions, de faire des quantifications parce qu'il y avait des augmentations marquées. Les études donc, qui ont eu lieu en 2018 et 2019 couvrent la période du début mai au début août, même si ont été prélevés à l'automne. L'arsenic est considéré comme un cancérigène du groupe 1. Ça veut dire très bien prouvé. On a des cancers très bien prouvés, surtout pour le poumon, très fréquents sur la vessie locutaire, fréquents sur le rein, prostate, peau, mais qui n'est pas de mélanome, le foie, et d'autres moins prouvés. Les cancers du poumon, secondaires arsenic, est de source industrielle, claire, et dans l'air et naturelle dans l'eau.
Il survient à la suite d'une exposition chronique à long terme. L'incidence est reliée au niveau de l'intensité de l'exposition ainsi que de sa durée. Ça tient aussi compte de la sensibilité de la personne par rapport au produit. L'âge du début de l'exposition est très important car il augmente l'importance et l'incidence des complications. Il y a des complications endocriniennes, plus de diabète de type 2, une diminution de la fonction thyroïdienne, des problèmes cardiovasculaires, plus d'hypertension artérielle, d'arythmie cardiaque, d'insuffisance cardiaque, d'infarctus, d'accidents cérébrovasculaires. Au niveau respiratoire, beaucoup de symptômes, tout chronique, essoufflement, diminution de la fonction, fibrose et plus d'infections fréquentes des voies respiratoires supérieures et des bronches. Il y a des problèmes hépatiques avec augmentation des enzymes, diminution de la fonction, d'hypertension portale, diminution de la fonction rénale, des problèmes de peau, des problèmes auditifs, des problèmes immunitaires avec plus d'infections, une inflammation plus chronique dans l'organisme et dans les tissus touchés, des problèmes hématologiques, d'anémie, baisse des globules blancs, des plaquettes. Problèmes au niveau du système nerveux périphérique, atteinte des nerfs, perte de sensibilité distale, engourdissement, douleur, faiblesse. Souvent, au début, c'était une perte de sensibilité en gants et en bas, comme distribution non distale. Système nerveux central, des pertes de fonction cognitive et de mémoire, désorientation, hallucination, agitation. Des effets sur la grossesse chez le fœtus. On note dans une méta-analyse qu'il y a une atteinte chez le fœtus avec des avortements spontanés augmentés de façon significative, la mort in utero beaucoup augmentée, mortalité néonatale, mortalité infantile, les points de naissance, des petits poids pour l'âge de gestation augmenté et l'accouchement prématuré légèrement augmenté. On note que chez le fœtus et les jeunes enfants, le cerveau est très immature, il est en développement, il est beaucoup plus vulnérable, il est plus susceptible d'être altéré. Les enfants absorbent plus, tant par inhalation qu'ingestion, l'arsenic dans l'air ou dans les sols que les adultes. Le métabolisme des enfants est plus lent, donc le problème d'arsenic est plus élevé et c'est pour ça qu'on a une présence dans les ongles, dans les tubes, 3 fois plus élevée que chez les adultes. L'exposition concomitante avec d'autres produits toxiques, tels le plomb, le cadmium et d'autres produits chimiques toxiques, joue sur le cerveau et aggrave la situation. À la suite d'une intoxication chronique en bas âge, le risque d'apparition de complications à l'âge adulte est beaucoup plus important et se manifeste souvent et plus rapidement chez ceux exposés à l'âge adulte. Donc, les enfants sont plus touchés. Tandis que quand l'exposition cesse, les risques qui ont déjà été acquis persistent dans le temps. Si on est encore surexposé, ils se multiplient davantage. Ce danger pour le cerveau est connu par plusieurs auteurs. Donc, chez des études, encore une méta-analyse montre que l'arsenic baisse le niveau du quotient intellectuel des enfants quand il est élevé dans l'eau de consommation. Il y a des pertes moyennes jusqu'à 5 à 6 points de QI, ce qui est très important tant au niveau des individus que pour la société. Les effets neurotoxiques ont été démontrés comme possibles, surtout s'ils sont égaux et au-dessus de 15 nanogrammes par mètre carré, tel que reconnu en 2008 par le Bureau d'évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement de la Californie. Les taux maximaux considérés comme acceptables varient dans le temps. Très peu de produits toxiques sont étudiés et mesurés et surveillés. Les taux considérés comme acceptables à un temps donné ne signifient pas qu'ils n'ont aucun effet négatif pour la santé, mais sont considérés comme acceptables à cette époque-là. Illustration pour la flambémie, les taux qu'on pensait acceptables en 1970, 1975, 1985, 1990, 2012 ont varié tant au Canada qu'aux États-Unis. Ils ont été abaissés 4 fois en 32 ans et
les taux acceptables sont 8 fois moins qu'ils étaient. Un autre auteur a parlé des dommages du cerveau avec la pollution. Et je voudrais illustrer ici les dommages qu'on peut voir. Qu'est-ce que ça peut donner pour les individus et les sociétés? Je fais une courbe de distribution du quotient intellectuel et on voit que la majorité des gens bleu pâle sont dans la moyenne. Si on inclut les parties beiges, 95% des gens sont considérés comme normaux, 14% avec une intelligence lente et 14% avec une intelligence supérieure, et 2,1% ont un retard intellectuel, tandis que 2,1% sont surdoués. Si on regarde qu'est-ce que ça fait un déclassement de 5 points de moyenne, et si on considère pour les enfants à l'extrémité gauche, donc en noir, les enfants avec retard intellectuel, on a une augmentation de 57% d'enfants avec des retards intellectuels, tandis qu'en droite, les enfants en bleu qui sont surdoués, on voit une baisse de 60%. La baisse est très significative aussi pour les enfants qui sont en intelligence supérieure et la hausse est très significative pour les enfants qui ont l'intelligence lente. Ceci pose des problèmes à chacun des individus touchés et ceci pose aussi des problèmes énormes pour l'ensemble de la société. Je vais vous passer maintenant à ma consoeur pour finir l'exposé. Alors, bonjour. Après toutes ces données, vous pouvez imaginer qu'on est un peu inquiet, pas mal inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ces études-là de la santé publique? Parce qu'il s'est passé des choses au niveau du gouvernement, au niveau de la fonderie et tout ça. En octobre 2019, le gouvernement a demandé un plan à la fonderie pour le 15 décembre, a mis en place un comité interministériel. Mais il faut insister à ce moment-ci, c'est un comité interministériel politique. On ne parle pas d'experts, on ne parle pas, comme en 2004, de toxicologues, de métallurgistes et de gens qui connaissent ça. Honnêtement, on est sur le politique. La fonderie a présenté un plan, il était insuffisant, pas très précis. Le gouvernement a demandé un plan bonifié. Il a été présenté 15 mois plus tard, à peu près, un an plus tard, l'été juillet 2020. 15 mois plus tard, c'est là qu'ils vont 15 mois plus tard, en mars 2021, le gouvernement a dit que le plan était bien cute, c'était bien beau, même si nous autres, on considérait qu'il était très insatisfaisant, très imprécis. Il n'y avait pas de cible, il n'y avait pas d'attente et il n'y avait pas d'échéancier clair. Le comité citoyen, on était très, très, très déçus. On a senti qu'il y avait quelqu'un qui avait un bras plus fort que l'autre pour influencer les résultats. On a fouillé beaucoup, on est allé chercher à peu près 70 documents qu'il y a eu entre des correspondances et tout ça. Et il y avait une interprétation très simple de comment ça pouvait, du comité. Il y avait beaucoup d'avis qui avaient été donnés disant on n'a pas besoin d'études supplémentaires, ou on n'a pas besoin de stations supplémentaires, ou on n'a pas besoin de mesurer plus, parce qu'on sait que c'est grave. Mais le comité interministériel a juste gardé le bout de phrase on n'a pas besoin de stations supplémentaires, on n'a pas besoin de mesures supplémentaires. Alors, on est vraiment à la lecture de tout ça, on se rendait bien compte qu'il y avait eu du lobby. Je sais, c'est calme. En tout cas, il y a sûrement eu des gens qui ont eu plus d'impact que nous. Au printemps 22, ce qui s'en vient, c'est une consultation publique parce que les fameuses autorisations qui se donnent aux 5 ans, il y a des attestations, des autorisations aux 5 ans, alors la prochaine est en cours de préparation et il y aura une consultation publique au printemps 2022 sur ça. Alors, c'est sûr qu'on va regarder ce qui se passe de ce côté-là et il y aura à ce moment-là une nouvelle autorisation. On espère qu'à ce moment-là, l'autorisation sera plus contraignante que les dernières. Nos constats. Alors, je vous l'avais vu dans la présentation de Pierre, on a démontré clairement qu'il y avait l'imprégnation en arsenic, qu'il y a des taux problématiques, puis qu'il y a plein de contaminants, ça agit en synergie, c'est encore plus dangereux. Le problème dépasse le quartier. Il faut d'autres études. Il faut toute la population du milieu urbain. Parce que quand ils ventent au nord-ouest, on mesure, mais quand le vent est du sud-ouest, on ne mesure pas. Quand il est de l'est ou de l'ouest ou du sud, il n'y a pas grand-chose à mesurer.
La connaissance des concentrations dans l'air est insuffisante. Nous autres, on veut que ce soit mesuré tout le tour. On veut des outils aussi qui vont mesurer les moins de 2,5 ppm, les petites particules, parce que ceux-là, c'est les pires. On veut aussi que l'État ait des exigences suffisantes, on l'a vu. Il y a eu des exigences absolument à peu près inexistantes dans les dernières années. Et dans les faits, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration au niveau des concentrations de la part de la fonderie. Ils ont fait des choses, ça a joué sur la poussière, mais ça n'a pas changé pour ce qui concernait l'arsenic. Les améliorations, c'est un petit pas en 2020, mais nous, on a vu qu'une firme en 2005 avait déjà recommandé ce qui a été fait en 2020, 2019-2020. Ça a pris 15 ans que ça soit mis en place. Puis ça a probablement été mis en place parce que là, on s'est rendu compte qu'il y avait des études qui démontraient l'imprégnation. À l'époque aussi, on a trouvé qu'il y avait eu des documents qui disaient en 2006 qu'avec 120 millions, on aurait pu baisser à 39 nanogrammes. Nous, on endure du 100, du 200, du 1000 depuis ce temps-là. Ça n'a pas de bon sens. On attend des améliorations. On sait que c'est possible qu'il y ait des améliorations techniques, on en est sûr, mais avant qu'elles soient mises en place, tant que ça ne sera pas efficace, on pense que les produits très riches en arsenic ne devraient plus passer dans la fonderie. On devrait contrôler ça. Même la Chine le fait. Ils contrôlent ce qui rentre, ce qui cache beaucoup d'arsenic. L'État doit prendre ses responsabilités pour protéger notre santé. Alors, pour le prochain bout, on a fini ça rapidement. On vous dit qu'on aime notre ville, elle est très belle. Il y a moyen d'y faire notre vie. On est là depuis longtemps, mais on a vraiment envie que l'air change et que ça ne nuise pas à notre santé.